Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. C'est un pays plongé dans une grave crise politique qui a organisé les élections législatives et communales aujourd'hui. Un scrutin boycotté par l'opposition. Très peu d'affluence dans les quartiers frondeurs de la capitale. Une mobilisation plus importante dans les fiefs du parti au pouvoir. Nous serons en direct dès le début de ce journal avec notre envoyé spécial à Bujumbura, Mehdi Medeb. 6 kamikazes se sont fait exploser à N'Djamena au Tchad lors d'une opération de police contre Boko Haram. Au total 11 morts, dont 5 policiers. Une opération qui intervient 2 semaines après le double attentat qui a fait 38 morts dans la capitale tchadienne. On parlera de cette menace régionale que fait peser Boko Haram sur toute cette zone avec le ministre de l'Intérieur du Niger, Assoumi Massaoudou. C'est l'invité du Journal de l'Afrique. Et puis en Côte d'Ivoire, à 4 mois de la présidentielle, dernière ligne droite pour les opérations d'inscription sur les listes électorales qui se terminent demain. Mais seuls 100 000 sur les quelques 3 millions de nouveaux électeurs attendus sont venus s'inscrire. Du coup, des militants du parti au pouvoir sont allés à la chasse aux électeurs dans les rues d'Abidjan. Reportage. Malgré les pressions de la communauté internationale, le boycott de l'opposition et de la société civile, les élections communales et législatives se sont tenues aujourd'hui au Burundi sans incident majeur. La mobilisation variant beaucoup selon les localités, même selon les bureaux de vote du pays. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Bujumbura, Mehdi Medeb. Mehdi, bonsoir. Comment s'est déroulé le vote? Tout d'abord à Bujumbura, la capitale. Alors, vous le disiez, pas d'incident majeur à part l'explosion d'une grenade dans un champ non loin d'ici, dans un quartier en fait opposé au troisième mandat du président Nkurunziza. Clairement, dans les quartiers en fait qui sont opposés au président Nkurunziza, une très faible mobilisation, un climat de peur, puisque la veille encore, la nuit dernière, eh bien, ces quartiers ont été le théâtre de violences, d'explosions de grenades, mais aussi de tirs nourris. Et beaucoup de personnes, notamment des partisans de l'opposition qui avaient appelé au boycott de ces scrutins des communales et des législatives, ont préféré rester chez eux. Et un certain nombre de personnes me disaient qu'ils avaient peur également aussi des suites de ces scrutins, des jours qui vont arriver, mais aussi des réactions qui pourraient survenir après ce scrutin. Mehdi, comment s'est déroulé le vote à l'extérieur de Bujumbura? Vous êtes rendu également à 1 heure de la capitale, hein, dans un fief du parti au pouvoir. La mobilisation a été un peu plus importante là-bas? Oui, tout à fait. Nous sommes rendus à Bubanza et là, c'était une autre ambiance, une atmosphère beaucoup plus détendue. On était plutôt ouvert un peu à parler. Et on était assez transparent au niveau des bureaux de vote. On s'est rendu de manière très impromptue. Donc, on a pu remarquer que là, la mobilisation était nettement plus supérieure que dans la capitale Bujumbura. Là, nous étions dans le fief, en fait, du président du Sénat. Une personne, un électeur, me disait que lui, il votait parce que c'était important pour lui, c'était un droit, mais surtout, il considérait en fait que le président Nkurunziza était le seul rempart contre de plus grandes violences, des violences d'une plus grande ampleur qu'il craignait. Et ça, c'était un peu le sentiment général qui dominait. Bref, d'une manière générale, pas d'incident majeur lors de ces élections de communales et des législatives, plutôt des dysfonctionnements, d'importants retards qui ont été observés, notamment dans la capitale, à cause du climat qui est survenu encore la nuit dernière avec ces violences qui ont touché un certain nombre de quartiers frondeurs de la capitale. Merci Mehdi Medeb en direct de Bujumbura. On attend les résultats de ces élections d'ici 3 à 4 jours. Et puis du côté des réactions, l'Union africaine a refusé d'envoyer des observateurs, tout comme l'Union européenne qui estime que le maintien du scrutin est un fait grave qui va exacerber la crise. Idem pour les États-Unis qui se sont dit ce soir très déçus que le Burundi ait maintenu la tenue de ce scrutin. Au Tchad, 2 semaines après le double attentat suicide qui avait fait 38 morts et 101 blessés à N'Djamena, Boko Haram fait de nouvelles victimes dans la capitale tchadienne. Cette fois, c'est lors d'une opération de police contre le groupe islamiste que 6 kamikazes se sont fait exploser, tuant 5 policiers. Une opération qui avait débuté la veille. Le récit de Nicolas Germain. Attention, certaines images peuvent choquer. Tôt lundi matin, la police fait une perquisition dans cette maison. Mais lorsqu'elle arrive, des kamikazes se font exploser. 5 policiers sont tués ainsi que 6 djihadistes présumés. C'est un suspect arrêté la veille qui a indiqué la maison aux policiers. L'enquête sur la première attaque suicide du 15 juin avance vite selon le gouvernement. Nous avons réussi hier, après échange de tirs à 21 h, d'arrêter
le cerveau de Boko Haram qui s'occupe du Tchad et du Nord Cameroun. Cette année, le Tchad a été le fer de lance de l'offensive régionale contre Boko Haram dans la zone où le groupe opère, dans le nord-est du Nigeria. Les attaques du 15 juin et celles de lundi n'ont pas été revendiquées, mais le gouvernement tchadien est persuadé qu'il s'agit de Boko Haram. Le procureur de la République de N'Djamena a lui annoncé de nombreuses arrestations. D'autres interpellations en lien avec les terroristes ont eu lieu par les différents services de sécurité, portant le nombre de suspects actuellement détenus à 74 personnes. À N'Djamena, les contrôles ont fortement augmenté depuis les attentats suicides du 15 juin. Le gouvernement a notamment interdit le port de la burqa, estimant qu'il peut permettre aux kamikazes de dissimuler leurs explosifs. Et Boko Haram qui a multiplié ces derniers temps les attaques hors du territoire nigérian. Le Niger, autre pays en guerre contre le groupe islamiste, a lui été frappé il y a une dizaine de jours. 38 civils ont été massacrés dans le sud-est du pays. Comment faire face à cette menace régionale? On en parle tout de suite avec le ministre de l'Intérieur du Niger, Assoumi Massaoudou. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous dans ce journal. Est-ce que tout d'abord la collaboration avec le Tchad, votre voisin, et qui est également impliqué dans cette lutte contre Boko Haram, est-ce que la collaboration est efficace sur le plan policier et militaire? D'abord, merci madame. Je voudrais marquer ma compassion vis-à-vis des victimes, mes condoléances à la police tchadienne et au peuple tchadien face à l'horreur. On ne s'habitue jamais à l'horreur. Nous avons eu la même chose il y a quelques jours, comme vous le disiez, une attaque simultanée sur 2 villages. C'était le 18 juin dernier. C'était le 18 juin dernier. Donc nous sommes engagés avec le Tchad aussi bien militairement que sur le plan de l'échange de renseignements. L'armée tchadienne se trouve aussi au Niger. L'armée tchadienne et l'armée nigérienne se trouvent au Nigeria, sont engagés ensemble au Nigeria. Et vous avez mené des attaques communes justement depuis le 18 juin pour frapper des cellules de Boko Haram au Niger ou ailleurs? Nous avons eu beaucoup de résultats parce que nous avons eu des frappes aériennes d'abord. Ensuite, nous avons tué pas mal de combattants de Boko Haram. Nous avons aussi fait des ratissages aussi bien en territoire nigérien qu'en territoire du Nigeria, où nous avons eu à éliminer quelques dizaines de combattants de Boko Haram. Donc nous sommes engagés tous les jours nous les attaquons, tous les jours nous ne leur donnons pas de répit depuis les différentes attaques. Il faudra savoir qu'en réalité Boko Haram a été débouté, a été chassé de tous ses fiefs au Nigeria par l'armée tchadienne, l'armée nigérienne, l'armée nigériane aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a été chassée du Nigeria et elle s'attaque aux pays de la région? Elle a été chassée de ses places fortes. Et à partir de ce moment-là, elle fait maintenant une action de guérilla, des actions asymétriques. C'est une preuve de faiblesse, même si ces actions sont spectaculaires. Là aussi, nous allons en finir. Bientôt sera mis en place l'état-major de la force multinationale au Tchad et les actions seront davantage coordonnées et intensifiées pour aussi les réduire, même dans leur action asymétrique. Vous craignez une attaque similaire de ce qu'on a pu voir à N'Djamena, à Niamey? Bon, le risque zéro n'existe pas, mais sachez que Niamey se trouve à plus de 2000 km de cette zone, alors que N'Djamena est à côté de la zone de Boko Haram. On est quand même très loin de la zone où sévit Boko Haram. Mais depuis, Niamey a connu une seule attaque de cette nébuleuse terroriste en 2010. Nous avons pris des mesures, mais le risque zéro n'existe pas. Mais nous pensons que des attaques de Boko Haram sont difficiles à envisager à Niamey, mais d'autres groupes terroristes qui sont plus proches de Niamey, qui sont au Mali notamment, peuvent agir. Mais nous sommes en alerte permanente et nous sachons qu'au Niger, nous avons multiplié par 10 les dépenses de sécurité, les dépenses de défense depuis 2010. On a parlé du Tchad, du Niger, mais il y a également la Tunisie qui a été lourdement frappée par le terrorisme. Elle a connu l'attaque la plus grave de son histoire qui a fait 38 morts, en majorité des touristes, dans un hôtel de bord de mer. C'était vendredi dernier, en signe de solidarité. Plusieurs ministres européens se sont rendus près de Sousse, au port El Kantaoui. Les ministres de l'Intérieur britanniques, allemands et français. On écoute Bernard Cazeneuve. Je voudrais également dire la détermination absolue qui est la nôtre à renforcer notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, assurer le développement de l'économie de la jeune démocratie tunisienne et faire en sorte que nous puissions, par notre coopération, créer les conditions de la sécurité dans ce pays.
Travail entre nos services de renseignement, travail entre nos directions centrales de la police de l'air et des frontières, lutte contre la fraude documentaire, sécurisation des aéroports, sécurisation des lieux touristiques. Et voilà pour cette réaction, cet extrait du ministre de l'Intérieur français en Tunisie. On va parler de la Côte d'Ivoire à présent. En théorie, il n'y a plus qu'1 jour pour s'inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre. Les bureaux d'enrôlement doivent fermer ce mardi, mais jusqu'ici, très peu d'Ivoiriens se sont mobilisés pour aller s'inscrire. Les autorités envisagent donc de prolonger l'opération. Regardez le reportage d'Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Renner. L'heure est à la mobilisation. Depuis plusieurs jours, sans relâche, ces militants du parti au pouvoir arpentent les ruelles et les places de Koumassi. Ce n'est pas quelqu'un qui va choisir le président de la Côte d'Ivoire. C'est nous, Ivoiriens. Dans ce quartier d'Abidjan comme ailleurs, ils sont peu à s'être enregistrés sur les listes électorales. Ce qui nous revient, même tout à l'heure, ceux que nous avons interrogés, la jeunesse que nous avons vue, ils ont postulé, ils ont fait des requêtes pour avoir leur carte d'identité. Il y en a qui ont fait les requêtes pour avoir leur certificat de nationalité. Et malheureusement, ces pièces n'auront pas été délivrées à temps pour aller se faire enrôler. Et puis à côté de ça, il y a certains qui croient que l'élection n'a pas d'enjeu. Mais nous disons à chacun qu'il faut finir le match d'abord. Et donc nous encourageons les uns et les autres à aller se faire enregistrer. Retards administratifs, mais aussi, selon l'opposition, des délais trop courts et des bureaux d'enregistrement trop éloignés les uns des autres. Au sein de la coalition nationale pour le changement, alors que plusieurs leaders appellent à un enregistrement massif sur les listes, certains militants font part de leur défiance vis-à-vis de la commission et du processus électoral. Moi-même, personnellement, je ne me suis pas inscrit. Je ne peux pas participer au vote parce que mon papa est en prison. Mes frères sont en prison. La prolongation du processus d'enrôlement est désormais sérieusement envisagée pour renforcer la légitimité du scrutin présidentiel à venir. Les 2000 bureaux répartis un peu partout en Côte d'Ivoire espèrent alors voir un peu plus d'affluence. L'objectif de la commission électorale était d'enregistrer 3 millions de nouveaux inscrits. Elle n'en a pour l'instant dénombré que 117 000. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. À découvrir sur RFI.fr. Après 2 ans et demi de crise, la Centrafrique s'efforce de se remettre debout. La tâche est immense. Il faut faire taire les armes, reconstruire l'État, réconcilier des populations qui se sont déchirées, faire rentrer ceux qui ont fui. Le Forum de Bangui a essayé de diagnostiquer les problèmes. Un accord de désarmement a été signé. Dans cette période charnière, des solutions peuvent être mises en œuvre. Mais le pays peut aussi basculer de nouveau. Pour comprendre, découvrez Centrafrique, sortir de l'abîme. Un webdoc inédit à voir sur RFI.fr.